Salut les amis, donc je vous propose aujourd'hui un petit tour d'actualité sur le mois d'août concernant tout ce qui est l'énergie renouvelable, transition énergétique et photovoltaïque. Petite précision, la vidéo va s'arrêter aux 22 minutes puisqu'ensuite de 22 à 50 et quelques minutes, j'ai eu un bug sur le son avec lequel s'est fusionné une autre source audio qui venait d'une page web qui tournait en tâche de fond que je n'avais pas vue. Donc c'était parfaitement inaudible ce que je racontais. Donc la vidéo s'arrêtera là. Par contre, toutes les informations qui étaient consécutives et dont je parlais sur cette vidéo-là vont se retrouver en lien sur le YouTube. Donc mille excuses pour cette erreur technique. Je ne suis pas un pro, j'ai pas le temps de refaire la vidéo, sinon ça va être 2 heures de boulot. Donc je préfère faire comme ça, vous reproposer le lien et ensuite comme ça vous pourrez à votre tour consulter les liens que vous n'aurez pas eu par information lorsque j'ai commenté tout cela. Voilà, désolé, à bientôt et j'espère que je ferai mieux que ce coup-ci. Troisième vidéo de la journée. Ah, je vous avais dit que j'avais du retard et il fallait que je m'attelle à la tâche. Donc là aujourd'hui, on va faire le tour d'actualité. En gros, de ce qui sera l'actualité du mois d'août, donc durant la période de vacances, concernant l'énergie photovoltaïque et plus généralement la transition énergétique, les énergies renouvelables. Alors donc j'ai sélectionné pour vous les informations que j'avais mis de côté sur ma page Facebook, et puis parmi celles que j'avais mis de côté, j'ai pris celles qui me semblaient les plus importantes. Donc c'est encore un résumé, mais malgré ça, il y a quand même du monde, hein. Vous pouvez voir le nombre d'onglets qu'il y a là. Je ne sais pas si je prendrai le temps d'ailleurs de les mettre tous en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez les lire en intégralité, parce que là ça va me faire beaucoup de boulot. On va voir. Le tout c'est... Enfin, faut pas que je les ferme, comme ça sera possible. Allez, on attaque. Donc un article de Contrepoint qui nous explique pourquoi l'électricité en France est si chère. En gros, voilà quoi, il y a beaucoup de taxes. Ça ressemble un peu à la problématique des énergies fossiles et donc de l'essence, diesel ou essence notamment. Voilà, donc c'est le même problème en Espagne. Ce qui coûte cher dans l'énergie, on fait miroiter un prix du kilowattheure qui est faible. Par contre, on vous augmente tout ce qui est autour et annexe, ce qui fait que derrière l'énergie revient cher. À juste titre, l'énergie, il faut se mettre dans la tête que c'est quelque chose de cher et de précieux. Hop, un autre article. 14 août, donc vous voyez, je suis revenu quand même pas mal de temps en arrière. Les panneaux solaires, donc l'éco.be, les panneaux solaires qui sont plus rentables que les actions. Donc ça c'est une question, parce que beaucoup de gens me disent panneaux solaires, quand je leur parle d'installation solaire, ils disent mais ça te rapporte combien? Bon, après moi je leur explique, moi j'ai pas fait ça dans une notion de rentabilité, mais la réalité est que maintenant l'énergie électrique va être un placement financier, étant donné que les moyens de production et les coûts de production ont considérablement baissé. Donc il y a déjà des gens qui se posent des questions, savoir si il n'y a pas intérêt à... Voilà, enfin, il y a des entreprises qui se montent et qui vendent de l'énergie. Donc s'il y a une raison à cela, c'est qu'on arrive à produire à bas coût pour revendre à plus haut coût. Donc plus rentable que les actions. Il y en a qui se sont posé la question et je pense qu'il y en a qui ont trouvé la réponse. Allez, article suivant. J'espère que la pub va pas m'embêter. L'installation de compteurs. Un avocat dénonce un marché douteux et saisit la justice. Alors, je n'ai pas relu l'article. Si de mémoire, il semblerait qu'en fait que les compteurs électriques qui soient désinstallés en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, on les retrouve revendus d'occasion dans des pays étrangers. Voilà. Ça me semble intéressant de vous le signaler aussi, il n'y a pas de petit profit. Je vais assez vite, pourquoi rentrer trop dans le détail après, de toute façon, à partir du moment où vous avez l'information, vous prenez les mots-clés, vous tapez sur Google, vous retomberez sur l'information à coup sûr. Alors, transition énergétique et reconversion énergétique, il y a des boîtes qui se sont lancées et qui produisent des kits pour produire du méthane à partir de nos déchets domestiques. Donc ça existe, ça se commercialise, ça a un certain prix, ça a une efficacité qui va vous permettre de faire de la cuisson, pas du chauffage central, de la cuisson, mais c'est déjà pas mal et c'est une démarche qui me semble intéressante. Alors à savoir que ce sont des dispositifs qui fonctionnent à échelle de petits hameaux et de villages en Inde, en Afrique. Ah, vous entendez en direct ce qui se passe dans la maison.
Et donc c'est le concept, ce sont des cuves qui sont enterrées, faites d'une certaine façon, pour équilibrer les pressions, dans lesquelles vous injectez les déchets alors ménagers, voire même les excréments des animaux. Tout ça fermente, produit du méthane, et ensuite on récolte ce méthane pour alimenter les appareils de cuisson. Et le truc hyper avantageux, c'est que derrière, la production de ces déchets produit du fertilisant. Donc voilà, alors maintenant, il y a un marché qui va se développer, qui se développera sans doute. Ça va être des dispositifs de cette sorte dans lesquels vous allez pouvoir également faire du méthane pour votre consommation perso, mais également une sorte de fertilisant, d'engrais qui sera complémentaire éventuellement avec du compost. Allez, alors Nice, coupure générale d'électricité à Monaco, aïe et beau soleil. Donc ça, c'est des trucs qu'on rencontre. Je sais pas si c'est de plus en plus fréquent, parce que bon, Internet, c'est compliqué, on voit apparaître une news, elle est relayée, on en voit une autre, on a l'impression qu'il y a un phénomène d'amplification. Par contre, c'est une réalité, il y a des coupures de courant. Donc posez-vous toujours cette question quand vous avez du photovoltaïque ou quand vous comptez faire un projet photovoltaïque. Que se passe-t-il si j'ai du courant, si j'ai une coupure de courant générale? Est-ce que mon installation va me produire du courant ou pas? Posez-vous cette question. Et si vous ne trouvez pas la réponse, vous me la posez et je vous répondrai. Mais là, les coupures de courant localisées existent, il y en a, et y compris dans des endroits où les gens ont pourtant des moyens. Alors, là, c'est pas une page, c'est pas un article, mais disons que c'est quelqu'un qui a conçu un vélo électrique avec des panneaux solaires derrière. Voilà, je trouvais ça génial. Donc, je voulais le partager avec vous. Allez. Hop, il y a un petit peu de temps pour ouvrir et fermer tous ces onglets. Donc une friche de l'usine AZF, je vérifie si mon café était terminé ou pas, transformée en une centrale solaire de 19 hectares. Donc 19 hectares, j'arrondis, ça fait 19 terrains de foot. Un peu plus, mais enfin, en gros la surface. Donc vous voyez que tout un tas de terrains qui sont pollués, ou qui ont été pollués, peuvent très bien être réutilisés de façon intelligente pour faire de la production électrique. Donc, voilà, enfin, la transition, c'est la transition dans tout un tas de domaines. Je trouve ces idées excellentes. J'espère que vous partagez cela avec moi. Alors, un article sur la fabrication de l'hydrogène. Alors, posez-vous la question. Pour moi, l'hydrogène, c'est l'énergie de demain. C'est l'énergie de demain. Alors, la seule problématique de l'hydrogène, c'est son extrême explosivité. Et aussi, c'est donc à cause de cette explosivité, puis ses capacités de stockage. Mais l'hydrogène est hyper facile à produire. Par contre, à stocker, c'est un peu plus compliqué. J'avais lu un article scientifique sur l'hydrogène. On ne peut pas prétendre foutre un réservoir d'hydrogène dans une voiture comme on peut prétendre faire ça avec de l'essence. C'est bien plus problématique, étant donné qu'il faut des températures et des pressions, enfin tout ça pour conserver à l'état liquide. Ça pose de gros problèmes. Mais bon, c'est l'énergie du futur. De toute façon, c'est l'énergie de base. L'hydrogène, le soleil, c'est la combustion de l'hydrogène. C'est pour vous dire la puissance du truc, quoi. Et la base, et l'élément fondamental. Donc, ça, c'est sûr, je vous mettrai le lien pour que vous vous intéressiez à l'hydrogène qui sera l'énergie du futur. Parce qu'on va en reparler un peu plus loin. Alors, on apprend que Hyundai prend une longueur d'avance sur le SUV électrique. Donc tout ça prend une longueur d'avance sur l'autonomie. Ils annoncent 482 km. Bon, tout ça, forcément, c'est des chiffres fournis constructeurs. Après, il faut voir ça dans la réalité. Alors, l'autonomie, c'est quoi? C'est les batteries. Alors, les batteries, en gros, on est sur des voitures maintenant qui sont entre 32 kWh de stockage, les petites, et d'autres jusqu'à 64 kWh de stockage en batterie. C'est ce qui va faire l'autonomie. Là, vous êtes, par exemple, la version équipée de 64, exactement, mon 150. Enfin, vous avez toutes les infos. Donc, on va y revenir parce qu'il y a des nouveautés sur cette autonomie, sur ces batteries. Surtout pour les voitures. Alors là, un petit article du côté de Linky, le journal de Pro, qui nous dit « À cause de Linky, je dois prendre un abonnement plus cher ». Oui, effectivement, alors ça, c'est un truc que j'ai déjà parlé. Le Linky ne facture pas et ne contrôle pas les kilowattheures, mais une unité de mesure qu'on appelle le kilovoltampère. Et il se trouve qu'en fait, la différence, c'est de 20%.
Donc, si vous vendent, si vous changez votre compteur pour 6 kg, pour 6 kg, en fait, vous aurez plus 6 kW, vous aurez 6 kVA, c'est-à-dire en gros 5400 watts. Hein, j'arrondis, j'espère pas me tromper, je fais ça de mémoire. Et donc, en fait, si vous avez une installation électrique, où vous êtes limite au niveau de votre compteur précédemment, ben là, votre compteur va passer votre temps à sauter. Et donc, vous serez obligé, ils vous diront, ben, faut passer le compteur truc au-dessus, et vous allez casquer. Voilà, petite info. Donc là, c'est le journal Le Progrès qui en parle. Hein, donc, je pense que c'est intelligent de relayer ça. Ah, alors là, la voiture électrique équipée de panneaux solaires. Bah, c'est une voiture. Voilà, on peut voir ça. On va pas regarder toute la vidéo. Mais en gros, c'est une voiture qui est tapissée de panneaux solaires. Alors, bien sûr, c'est pas la version rigide. Et ça lui permet d'augmenter l'autonomie de 30 km. Vous allez me dire, 30 km, c'est rien. Bah, 30 km, si c'est une voiture qui fait 300, ça fait 10%. Donc, c'est énorme. Les rendements de toute façon des panneaux solaires vont augmenter, tout ça va s'améliorer. C'est une idée génialissime. C'est un projet pour moi qui est fabuleux. Et d'ailleurs, BMW est sur le business, je crois, en mettant des panneaux solaires sur le toit et peut-être même sur le capot sur un véhicule qui serait pour l'instant au stade de laboratoire, peut-être même plus. Mais bon, BM est sur le filon. Alors là, est-ce que je vais pouvoir fermer cet onglet? Ah, alors on apprend que Kalachnikov se lance à l'assaut des marchés de voitures électriques pour concurrencer Tesla. Donc voilà, je vous laisse admirer le style, ça fait assez Lada. J'aime le principe. Lada, réputation de robustesse, a demandé à toutes les personnes qui veulent un 4x4 version essence et qui fonctionne et qui soit incroyable et qui passe partout, ils vont vous dire Lada, quoi. Et donc, alors Lada, qui n'est pas russe directement, mais bon, je crois que c'est polonais à l'origine. Vous me confirmez ou pas? Donc voilà, les Russes. Alors là, on apprend une capacité de 90 kWh, par heure, 350 km d'autonomie. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que les Russes se lancent dans ce domaine-là, y compris par une entreprise qui est vouée à faire de l'armement. Les Russes vont nous bouger le cul. Les Russes sont des gens très innovants, contrairement à ce qu'on croit. Hein. C'est de grands scientifiques et des gens très très innovants. Pour ceux qui veulent savoir si c'est réel ou pas, ils ont qu'à voir un peu le résultat militaire qu'ils ont obtenu en Syrie grâce à leur génie militaire, mais également grâce à toutes les technologies qu'ils ont mis en place. Donc, dispositifs de brouillage électronique, de surveillance électronique, et puis également la qualité de leurs avions qui sont imparables. Et aussi leurs missiles de croisière. La géopolitique m'intéresse, donc aussi, c'est pour ça que je vous dis, les Russes sont vraiment des gens hyper performants dans le domaine technique et scientifique, et ils le sont toujours, malgré la période de vache maigre qu'ils ont passée avec l'effondrement du mur de Berlin, et puis ensuite la déconfiture et la décomposition de l'Union soviétique, qui est devenue la Confédération de Russie, donc avec plusieurs pays qui se sont agglomérés à ça, un peu style Union européenne, mais toujours sous le contrôle de la Russie. Alors, car le béton fait office d'énergie. Alors là, on va prendre juste ça, j'ai trouvé une idée géniale. Donc le principe, en fait, vous produisez de l'énergie photovoltaïque, électrique par le photovoltaïque par exemple, un moteur, ce moteur va vous monter une charge en hauteur, et une fois que la charge sera en hauteur, elle sera en hauteur. Et vous faites ça sur plein de bidons, et ensuite, la nuit par exemple, et vous faites l'inverse. Les bidons, avec le poids et la gravité, la masse, la gravité, vous les faites redescendre, vous les lâchez, vous arrêtez de freiner, et vous faites, avec cette descente, tourner des alternateurs, les turbines. Pas idiot, pas idiot. Pas idiot du tout. Alors bon, le prix, le coût, la viabilité, tout ça. Je trouve l'idée géniale. Le principe est extrêmement simple. Techniquement, ça peut que fonctionner. Après, c'est un problème de rentabilité. J'ai trouvé vraiment l'idée géniale. Comme quoi, la simplicité. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait du béton. Hein, et on faisait les dalles. Les dalles des maisons, là, on montait les seaux, quoi, les seaux de 10 litres avec du béton dedans à la corde, quoi. Et on se rendait bien compte qu'il fallait exercer une certaine force pour les monter et une certaine force en résistance pour les faire descendre s'ils étaient pleins. Donc l'idée est géniale. Hop, Hero, la startup SumChain va contre l'énergie solaire de premium. Alors je suis allé regarder un peu cette boîte, ce qu'elle faisait.
Je suis désolé si l'article se présente sous cette forme, c'est pas moi, voilà, c'est un système qu'ils ont mis au point pour gagner de l'argent, rentabiliser leur site internet, enfin le journal Le Midi Libre. Le principe, c'est en fait de coupler des dispositifs de production d'énergie photovoltaïque dans une commune et d'utiliser un système de délestage dans la commune elle-même pour autoconsommer, mais au niveau de plusieurs modules dans la commune elle-même, voire y compris avec des maisons. Ça, en fait, un mini réseau EDF à l'intérieur d'une commune, alors bien sûr tout cela en étant connecté à un réseau, au réseau national. Et tout ça au travers d'une entreprise française. Vous pourrez chercher le nom, j'ai cherché, je suis allé voir un peu leur truc. Le seul point que j'ai trouvé, un peu le point faible du truc, c'est que j'ai pas vu de dispositif de stockage dans leur architecture. Alors que ça me semble maintenant incontournable. Le stockage de l'énergie, ça va être le facteur freinant ou accélérateur de tout développement de la transition énergétique locale ou globale. Alors, un article, Le Monde de l'énergie, Bloomberg, alors Bloomberg, vous savez, hein, ça, on parle de finance, annonce des investissements en baisse pour le renouvelable. Que dire si ce n'est que la transition énergétique, ça ne sera pas eux, ça ne sera pas le business, ça sera nous. C'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de faire le forcing dans les communes. C'est à nous de nous-mêmes nous équiper de solaire thermique ou de solaire photovoltaïque, voire même de batteries ou de systèmes de stockage ou de production. Voilà, le monde de la finance n'a pas envie, préfère peut-être miser sur les industries de l'armement. Alors, un article assez intéressant, énergie renouvelable, quelles sont les régions de France les plus vertes? Alors cet article me dérange, puisque cet article va faire un découpage des régions, version remodelage François Hollande, donc version Union Européenne, c'est-à-dire Auvergne et Rhône-Alpes. L'Auvergne, c'est déjà une région suffisamment grande. Collé au Rhône-Alpes, ça ne veut plus rien dire, quoi. Faites l'un et faites l'autre, ça va tout changer. Et donc, si on fait ça à l'échelle de toutes les régions qui ont été remodelées, ça va nous parler, parce que nous, dans nos têtes, on a toujours cette construction géographique par rapport... D'ailleurs, les régions n'étaient pas découpées de façon totalement arbitraire, elles étaient découpées également par rapport à une situation géographique, région de montagne, région de pas montagne, non montagneuse, plaine, enfin, bon, vous voyez, climat, il y avait un découpage qui était plus ou moins logique. L'Auvergne, Rhône, Alpes, ça fait 3 régions qui sont totalement différentes, et donc, comment avoir une idée juste par rapport aux contraintes de chacune de ces régions qui sont maintenant fusionnées pour avoir un truc. En fait, c'est une façon totalement bidonnée de truander, quoi. Puisqu'en fait, il va y avoir également des notions de superficie, de nombre d'habitants, enfin bon. Mais bon, voilà, il y a un article qui est sorti, il y a des données. Ça a le mérite d'exister. Moi, je voudrais un découpage à l'ancienne, avec nos bonnes vieilles régions, là, parce que on nous avait dit que ces régions, d'ailleurs, c'était fait pour diminuer les coulées. Hein, en fait, on sait tous que vaste foutaise, ça les a fait exploser. Alors, un autre article. Alors, et ben là, c'est donc Europe 1 qui nous le dit. Si on veut faire une vraie transition énergétique, il faut arriver à réduire notre consommation. C'est le point numéro 1. Tant qu'on continuera à cramer du kilowattheure, quelle que soit son origine, comme des gros salauds, on n'arrivera à rien. Il faut réduire notre consommation. Donc, faites un inventaire chez vous de tous les appareils de votre consommation annuelle, mensuelle par mois, donc par mois, par période, et faites un inventaire de tout ce qui est connecté chez vous et regardez partout où vous pouvez gratter. Et vous serez surpris que vous allez pouvoir réussir à gratter 1000 kWh sur votre consommation. J'en mets ma main à couper sur le feu, tout de suite. Enfin, sauf si vous avez déjà fait le boulot. Mais faites le boulot, regardez ça. Et lorsque vous faites d'ailleurs des achats dans votre maison, vous refaites votre cuisine, posez-vous la question pour prendre des dispositifs les moins énergivores d'entrée de jeu. Et vous verrez que vous arriverez au fil de l'année à tomber du kilowattheure. Donc ça, c'est incontournable. Alors intéressant, convertir CO2 en énergie utilisable comme le méthane. Alors moi, je vous invite à vous poser, à regarder un peu, à regarder un peu comment à faire de la physique et de la chimie. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'un atome d'hydrogène?
qu'est-ce que le méthane, qu'est-ce que le CO2, et regardez un peu comment on peut fabriquer des combustibles, le terme combustible, en ajoutant ou en supprimant un atome ou en jouant avec les molécules. C'est de la physique de base. Et vous comprendrez qu'en fait, ce que vous avez comme énergie lorsque vous tournez votre manette de gaz là pour faire tourner, pour griller le steak sur la poêle, ben vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est constitué d'éléments qu'on connaît tous et qui sont un peu tous autour de nous. Et donc, ça rend le problème beaucoup plus compréhensible et peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le pense par rapport à cette transition énergétique quotidienne par rapport à des gaz qui sont nocifs, par exemple le CO2. On dit le CO2, voilà, réchauffement climatique, effet de serre. Ben, il se trouve que le CO2, si on rajoute, je crois, si on rajoute du CO2 à l'hydrogène, on fait du méthane. Mais à confirmer, hein, parce que bon, j'ai tellement de choses qui me viennent en tête à un moment donné en faisant un direct, je peux pas tout vérifier. Donc si je dis une connerie ou je dis une chose d'une façon imparfaite, vous corrigez, vous apportez la news, le lien qui va bien, pour qu'on soit dans l'information participative sur la transition énergétique et le renouvelable. Alors, ben là j'accepte, oui. Vespa qui va commercialiser son premier scooter électrique en octobre. Alors moi je suis catégorique là-dessus aussi. Le moyen de déplacement de demain, ça va être le vélo électrique, et donc avec assistance électrique, et puis les moyens de locomotion style scooter. Donc là il nous annonce une autonomie de 100 km. Vous allez me dire c'est rien. Ben, en fait 100 km, si vous regardez bien, c'était un peu en gros l'autonomie qu'avaient nos bonnes vieilles mobylettes. 100, 120 km. Un peu moins si elles étaient un peu boostées. Donc là, en fait, on est sur un moyen de locomotion qui va avoir le même truc et que vous allez pouvoir recharger sur vos panneaux solaires si vous avez des moyens de production. C'est pas idiot. Alors le coût, 4 à 5 000 euros. Bon. Pour un moyen de production que vous allez pouvoir faire tourner sans rajouter d'essence et avec des panneaux solaires qui vont alimenter le truc, et avec un temps de recharge, je sais plus, 4 à 5 heures, je crois que c'est à peu près les chiffres qu'on annonce pour tous ces dispositifs-là. Bah, en gros, vous branchez la nuit, puis vous avez de quoi tourner toute la journée gratos. Est-ce stupide? Non, 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 c'est génialissime. Alors, l'autoconsommation solaire plus rentable avec un système domotique. Alors ça, c'est un truc intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se développer, ça va être des systèmes sur lesquels vont être raccordés vos appareils dans la maison, qui vont être capables d'adapter l'heure de fonctionnement de vos systèmes par rapport aux heures de production d'énergie photovoltaïque ou autre. Hein. On est sur le photovoltaïque. Ce qui fait que vous allez optimiser votre consommation avec les appareils forcément ce qu'on appelle le bruit de fond, ou alors les appareils fortement énergivores,